La quête était simple. Regarder vers l'univers le plus lointain possible et ne rien y trouver. Juste la confirmation qu'au-delà de l'échelle d'1 milliard d'années-lumière, la complexité disparaît et que tout se fond dans un brouillard homogène. L'ironie? Dans cette quête de simplicité, nous avons trouvé l'architecture la plus complexe et la plus interdite jamais observée. Ce n'était pas un brouillard. C'était une spirale colossale, tournée droit vers nous. Un anneau de galaxie, et juste à côté, sa voisine, un arc. Tous deux bien plus grands que ce que l'âge de l'univers aurait dû permettre. Soudainement, la question a changé. Ce n'était plus « où l'univers devient-il simple ?» mais « y a-t-il une limite à son étrangeté ?» Si l'idée que le cosmos pourrait être infiniment plus structuré que nous l'imaginions vous excite, vous êtes au bon endroit, car nous allons explorer des formes qui ne devraient en pas être là. Nous commençons. Nous pensions que le cosmos, à la plus grande échelle, devait être ennuyeux, comme une plage vue d'avion. De près, chaque grain de sable est différent. Il y a des motifs et des formes. Mais, à des milliers de mètres d'altitude, la plage n'est plus qu'une bande uniforme et lisse. L'univers aurait dû être ainsi. Près de nous, il y a des étoiles, des galaxies, des vides. Mais, en s'éloignant suffisamment, toute cette complexité était censée se dissoudre dans un brouillard lisse et homogène. C'était la pierre angulaire de la cosmologie moderne. Pourtant, à la place de ce brouillard homogène, des formes ont commencé à émerger de l'obscurité. La carte défiait la logique qu'il avait dessinée. Au cœur de ce défi se trouve une idée simple, mais bouleversante, le principe cosmologique, ou plus simplement, la règle de l'uniformité. Cette règle stipule que l'univers à des échelles gigantesques doit apparaître fondamentalement identique dans toutes les directions et depuis n'importe quel point de l'univers. Pas de centre spécial, pas de coin privilégié. Juste un océan de matière distribué de manière statistiquement égale. Il y avait même une limite où cette règle devait s'appliquer. Environ 1 milliard d'années-lumière. En dessous de cette ligne, l'univers pouvait être grumeleux. Il pouvait abriter des amas, des murs, des filaments. Mais, au-delà de cette frontière, toute structure devait se dissoudre et se perdre dans le fond général. Car ce n'était pas seulement une préférence esthétique. Presque tous nos calculs fondamentaux sur l'âge de l'univers, l'arche, son origine et même son destin reposaient sur cette hypothèse. Si ce fondement était ébranlé, ce n'est pas seulement un détail qui changerait. Une partie des mathématiques que nous utilisons pour décrire la réalité deviendrait instable. Pendant près d'1 siècle, cette règle a semblé fonctionner. Mais, ensuite, les cartes se sont approfondies et nous avons commencé à regarder de plus près, car nous savions que l'univers n'était pas comme des grains de sable répartis au hasard. Les galaxies semblent être liées à une architecture invisible. Les scientifiques l'appellent la toile cosmique. Imaginez la plus grande toile d'araignée possible. Puis étendez cette toile à tout ce qui existe. Les galaxies ne se déplacent pas librement comme des billes dans un bocal. Elles s'alignent le long de filaments invisibles qui parcourent des distances difficiles à saisir. Elles se rencontrent à des nœuds brillants où des milliers de galaxies se rejoignent. Et entre ces filaments, il reste des chambres immenses, sombres et presque vides. Ce qui maintient cette structure, ce n'est pas la matière qui brille. La majeure partie de l'univers est composée d'une substance invisible, appelée matière noire. Dans l'univers jeune, la matière noire s'est d'abord regroupée pour dessiner les premiers filaments. Puis,
le gaz ordinaire est tombé dans ces régions, s'est chauffé, a brillé et a formé les galaxies que les télescopes voient. C'est pourquoi cette structure est le produit de milliards d'années de travail patient de la gravité. Mais la gravité ne travaille pas vite. Elle a besoin de temps, de milliards d'années, ce qui signifie qu'en près de 13,8 milliards d'années, soit l'âge de l'univers, il devait y avoir une limite à la taille de la toile que la gravité pouvait tisser. C'est pour cela que la limite d'1 milliard d'années-lumière existait. Construire quelque chose de plus grand, ce serait demander à la gravité un travail pour lequel elle n'a pas eu assez d'années. Mais ce qui était vraiment troublant, c'était la manière dont nous observions ces structures, car chaque fois que nous regardons une galaxie lointaine, nous regardons en fait dans le passé. Chaque télescope est une sorte de machine à remonter le temps. Cette idée change tout en astronomie. La lumière est extrêmement rapide, mais il lui faut quand même du temps pour traverser l'espace. Quand nous regardons le Soleil, nous le voyons tel qu'il était il y a 8 minutes. Si le Soleil disparaissait à cet instant précis, nous continuerions à voir sa lueur pendant exactement 8 minutes de plus. Nous serions éclairés par la lumière d'une étoile qui n'est plus là. La lumière de notre galaxie voisine, la plus proche, Andromède, a commencé son voyage il y a 2,5 millions d'années. À cette époque, nos lointains ancêtres apprenaient à peine à tailler des outils en pierre. C'est de là que vient la puissance d'un télescope, comme le James Webb. Il peut voir si loin qu'il atteint les premières ères de l'univers. La lumière qui frappe son miroir voyage depuis une époque où l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années, une minuscule fraction de son histoire totale. C'est pourquoi les galaxies sur ces images ne nous montrent pas leur état actuel. Elles sont comme des portraits d'enfance, pris à une époque où le cosmos ne faisait que commencer. Les scientifiques s'attendaient à trouver des structures faibles, petites et simples sur ces photos de bébés. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'était comme ouvrir la première page d'un album de famille. Et au lieu d'un nouveau-né, trouver un adulte en costume. Alors, qu'avons-nous? Un univers qui devrait être lisse, une gravité qui agit lentement, et un télescope qui montre le passé. Ces trois idées ont coexisté en paix pendant des décennies, jusqu'à l'arrivée de ces premières images. Car ces photos montraient qu'une de ces règles fondamentales, peut-être toutes, n'était pas aussi solide que nous le pensions. Alors, que se passe-t-il lorsque la carte commence à défier la logique qui l'a dessinée? C'est à ce moment-là que les outils que nous utilisons pour lire cette carte deviennent plus importants que jamais. Car la seule façon de savoir si une galaxie est impossible est de lui attribuer un âge précis. Et le secret pour déterminer l'âge d'un point lumineux est caché dans sa couleur. Dans ces lueurs pâles, il y a une sorte de code-barre cosmique qui nous permet d'estimer depuis combien de temps cette lumière voyage. Le moyen le plus simple de comprendre ce code-barre est d'écouter une ambulance avec ses sirènes. Quand l'ambulance s'approche de vous, les ondes sonores se compressent et le son devient plus aigu. Quand elle s'éloigne, ces ondes s'étirent et le son devient plus grave. La sirène n'a jamais changé. La seule chose qui a changé, c'est le mouvement entre la source sonore et votre oreille. Quelque chose de similaire se produit avec la lumière. Si un objet brille tout en s'éloignant de nous, ces ondes lumineuses s'étirent pendant le voyage. Et lorsque les ondes lumineuses s'étirent, elles se décalent vers l'extrémité rouge du spectre. Les scientifiques appellent cela le décalage vers le rouge. Plus un objet s'éloigne rapidement,
plus ce rougissement est important. Mais le point crucial est encore plus profond. Ce ne sont pas seulement les galaxies qui se déplacent dans l'espace, l'espace lui-même est en expansion. Pensez à des points sur la surface d'un ballon que l'on gonfle. Les points n'ont pas besoin de courir sur le caoutchouc. La distance entre eux augmente parce que la surface elle-même s'étire. La lumière d'une galaxie lointaine traverse un espace qui continue de s'étendre pendant des milliards d'années. Et le long de ce chemin, ces ondes deviennent de plus en plus longues et de plus en plus rouges. Ainsi, plus une galaxie paraît rouge, plus la lumière que nous voyons est ancienne, et plus cette galaxie est lointaine dans le passé. Mesurez cette teinte rouge avec précision. C'est comme utiliser une règle cosmique. Une galaxie faible et d'un rouge profond n'est pas seulement loin dans l'espace. C'est aussi une image préservée d'une époque où l'univers était encore très jeune. C'est pourquoi le télescope spatial James Webb a changé la donne. Les télescopes précédents, comme Hubble, observent principalement la gamme de lumière que nos yeux peuvent également percevoir. Mais le James Webb a été conçu pour un tout autre type de signal, la chaleur. Il lit la lumière infrarouge. Cette décision modifie fondamentalement la façon dont nous observons l'univers, car la lumière la plus ancienne a été étirée au-delà du rouge visible. Elle est sortie de l'arc-en-ciel et est passée à une fréquence associée à la chaleur. L'œil humain ne peut pas la voir. Hubble ne pouvait la capter qu'avec grande difficulté. Mais le James Webb a été construit précisément pour capturer cette lueur ancienne, étirée et rougie. Pour ce faire, une condition extrême était requise. Le télescope devait être plus froid que presque n'importe quel environnement naturel. C'est pourquoi Webb se cache derrière un bouclier solaire géant à 5 couches, de la taille d'un court de tennis. À l'ombre de ce bouclier, ses instruments descendent à des centaines de degrés en dessous de zéro. C'est l'un des endroits les plus froids jamais créés par l'homme. Son miroir géant plaqué or, Hashch, de plus de 6 mètres de large, a été conçu pour capturer même les lueurs les plus faibles qui existent. Et toute cette structure, pliée comme un origami pour tenir dans une fusée, a été envoyée à 1,6 million de kilomètres de la Terre. Puis, elle s'est déployée dans l'espace. Seule, avec une précision sans faille. Aucune équipe de réparation ne pouvait y être envoyée. Si une seule charnière s'était bloquée, la mission de 10 milliards de dollars se serait terminée là. Mais elle ne s'est pas terminée. Webb a ouvert son œil d'or, et a commencé à collecter certaines des plus anciennes lumières du cosmos. Et cette lumière a apporté une surprise. Les premières observations profondes ont révélé un univers primitif beaucoup plus peuplé que prévu. Là où les modèles prévoyaient quelques taches pâles. Le télescope a révélé des foules de points brillants. Ce n'était pas seulement une différence de comptage, car la quantité de galaxies dans une région aide les scientifiques à comprendre à quelle vitesse l'univers forme ses structures. S'il y a un grand nombre de galaxies brillantes très tôt, le processus de construction cosmique pourrait s'être déroulé beaucoup plus rapidement que prévu. Cette situation suggère qu'une pièce pourrait manquer dans notre recette sur la façon dont tout est organisé. Un scientifique, Sir Ivo Labbé, en analysant un petit point rouge sur l'une de ses premières images profondes, a vu apparaître à l'écran 2 données difficiles à concilier. Premièrement, la lumière de ce point voyageait depuis environ 13 milliards d'années. Deuxièmement, cette minuscule tache semblait contenir l'équivalent d'environ 100 milliards d'étoiles. C'était presque l'équivalent du contenu en étoiles de notre Voie lactée actuelle.
la Voie lactée avait mis des milliards d'années à atteindre cet état. Mais ce point rouge était apparu à une époque où l'univers n'avait pas le temps pour cette lente construction. C'était comme entrer dans une forêt fraîchement plantée et trouver des arbres adultes géants, vieux de plusieurs centaines d'années, dans un sol préparé seulement une semaine auparavant. Ces arbres n'avaient pas eu assez de temps pour atteindre cette taille. Pourtant, ils étaient là. Et lorsque l'équipe de l'abbé a poursuivi ses recherches, 5 autres se sont ajoutés à cette première anomalie. 6 galaxies géantes. Les scientifiques leur ont donné un nom approprié pour le malaise qu'elles provoquaient, les briseuses d'univers, car chacune semblait rayer une partie fondamentale de la cosmologie moderne. Alors, que voyons-nous lorsque nous assemblons ces concepts ? Nous avons une règle qui dit que l'univers doit être lisse. Cette règle a une limite, environ 1 milliard d'années-lumière. La formation de structures plus grandes que cette limite devrait prendre des milliards d'années. Mais, lorsque nous regardons le plus loin, c'est-à-dire le plus loin dans le passé, nous voyons des structures géantes et matures à une époque où ce temps n'était pas encore écoulé. En théorie, nous avons compris les règles. Nous avons développé les outils pour mesurer. Mais, maintenant, nous devons faire face à la question de ce que signifient les véritables découvertes que ces outils nous apportent. Car, que se passe-t-il lorsqu'une anomalie cesse d'être une exception et commence à devenir une règle ? Les scientifiques, en regardant de plus près, n'ont pas trouvé une seule galaxie impossible. Et ce moment est arrivé. Les théories et les calculs ont été mis de côté, car les données envoyées par les télescopes ont commencé à parler. La question n'était plus de savoir s'il y avait une anomalie. La question était combien d'anomalies y avait-il et à quel point était-elle impossible ? La réponse fut bien plus choquante que ce à quoi nous nous attendions. Car, lorsque les scientifiques ont regardé de plus près, ils n'ont pas trouvé une seule galaxie impossible. Ils en ont trouvé une armée. Les premiers à apparaître furent tant les briseuses d'univers. Elles n'auraient pas dû être là. Mais elles y étaient. Leur lumière provenait d'à peine quelques centaines de millions d'années après la naissance de l'univers, soit il y a environ 13 milliards d'années. À cette époque, les galaxies auraient dû être de petites graines pâles et faibles. Mais ces 6 galaxies n'étaient pas des graines, c'étaient des géantes. L'une d'entre elles, à elle seule, possédait une masse équivalente à environ 100 milliards d'étoiles. C'est presque la même masse que notre galaxie actuelle. La Voie lactée. C'est 100 fois plus de masse que ce que les modèles jugeaient impossible pour cette époque. Ce n'est pas une petite erreur statistique. C'est comme si les prévisions météo annonçaient 1 centimètre de neige et que la ville se retrouvait ensevelie sous 2,5 mètres de neige. Ces galaxies n'étaient pas seulement brillantes, elles étaient extrêmement lourdes. Selon le récit standard de la cosmologie, il fallait des milliards d'années de croissance lente et patiente pour former des structures aussi grandes. Mais ces briseuses sont apparues sur scène au tout début de l'histoire, avant que l'univers n'ait eu le temps de faire preuve de cette patience. L'astronome qui les a découvertes, Ivo Labbé, dit qu'il a failli laisser tomber son café en voyant les chiffres. Car, à l'écran, se trouvait quelque chose qui, selon les règles connues, ne devrait pas exister. Et ce n'était que le début. Car cette découverte concernait l'étrangeté de galaxies individuelles. Mais
Que se passerait-il si les galaxies elles-mêmes commençaient à former des motifs gigantesques en 2003, alors qu'ils cartographiaient une tranche du ciel? Des astronomes ont remarqué que les points se rassemblaient pour former une structure. Ce qui en est ressorti est connu sous le nom de Grand Mur de Sloan. C'était une immense nappe de galaxies, regroupées en un seul ensemble, lâchement connectées. D'un bout à l'autre, cette structure dépassait le milliard d'années-lumière. Selon certaines estimations, elle approchait même le milliard et demi d'années-lumière. Ce chiffre est critique, car il franchissait dangereusement la ligne du milliard d'années-lumière, la frontière de l'uniformité fixée par la théorie. Théoriquement, une structure aussi grande aurait dû être si rare qu'elle aurait dû paraître presque impossible. Peut-être quelque chose qui ne pourrait apparaître qu'une seule fois, par hasard, dans tout l'univers observable. Mais elle était là, ce rideau cosmique géant, rassemblant des milliers de galaxies. Étirait la théorie, mais ne la brisait pas encore. Pendant un certain temps, les scientifiques ont réussi à expliquer cette découverte d'une manière ou d'une autre, dans les limites du modèle. Après tout, ces structures n'étaient pas des objets solides aux arêtes vives. Peut-être que la mesure était un peu généreuse. Le grand mur de Sloan est resté à la limite de ce qui était permis, assez proche pour provoquer une tension, mais pas assez loin pour briser instantanément les règles. Pourtant, il a changé le ton de la conversation, et en regardant plus profondément, nous avons trouvé quelque chose qui ne se contentait pas de rester à la frontière, mais qui la faisait voler en éclats. Car une jeune scientifique nommée Alexia Lopez a utilisé une méthode différente pour cartographier l'univers. Elle a utilisé les quasars, ces trous noirs géants insatiables au centre des galaxies lointaines, comme des phares. La lumière d'un quasar traverse la toile cosmique pendant des milliards d'années avant de nous parvenir. Et pendant ce voyage, les nuages de gaz absorbent certaines couleurs de cette lumière. Les atomes de magnésium, en particulier, laissent une encoche sombre dans la lumière, une sorte de signature. En cartographiant ces ombres de magnésium dans la lumière de milliers de quasars. Lopez a suivi la matière cachée que nous ne pouvions pas voir directement. Et dans une région très lointaine du ciel, les ombres ont commencé à s'aligner. Elles ne formaient pas un amas aléatoire. Elles dessinaient une courbe large et nette. Lorsque Lopez a mesuré cette courbe, elle a été confrontée à une dimension bien au-delà de ce que la théorie aurait dû permettre. Cette structure a été nommée le Grand Arc. D'un bout à l'autre, il mesurait environ 3,3 milliards d'années-lumière. C'était plus de 3 fois la limite théorique d'1 milliard d'années-lumière. Cette structure ne se contentait pas de franchir la limite. Elle l'écrasait. Et de plus, cet arc était vu tel qu'il était, il y a des milliards d'années, à une époque où l'univers était plus jeune, ce qui réduisait encore plus le temps dont disposait la gravité pour assembler quelque chose d'aussi énorme. En principe, le grand arc n'aurait pas dû avoir assez d'années pour se former. Pourtant, il était là. Qu'avons-nous maintenant? Des galaxies géantes nées trop tôt. Un mur géant qui pousse la limite théorique. Et un arc inconcevable qui brise complètement cette limite. Cela ne ressemble pas à des erreurs isolées, des découvertes indépendantes, avec des méthodes différentes, dans différentes régions du ciel, pointent toutes vers la même conclusion troublante. L'univers, aux plus grandes échelles, est beaucoup plus structuré et organisé qu'il ne devrait l'être. Mais comment expliquer tout cela? Ces structures géantes sont-elles simplement des bizarreries statistiques, formées par pur hasard, ou
est-ce le signe de quelque chose de beaucoup plus profond sur la structure de l'univers, que nous ne comprenons pas encore? Et la réponse à cette question était bien plus qu'un simple non. Ces structures n'étaient pas des bizarreries statistiques, car c'était le signe de quelque chose de bien plus profond sur la structure de l'univers que nous ne comprenions pas encore. L'anomalie cessait d'être une exception pour commencer à devenir une règle. La découverte du grand arc était déjà choquante en soi. Mais Alexia Lopez a continué à regarder dans la même région du ciel, et une autre forme a commencé à émerger des données. Ce n'était pas une courbe, c'était quelque chose de beaucoup plus difficile à accepter. Un anneau presque parfait, dans la même région profonde où se trouvait le grand arc, près de la poignée de la constellation de la Grande Ourse. Un cercle de galaxies était suspendu. Les scientifiques l'ont appelé le Grand Anneau. Ses dimensions étaient ahurissantes. Son diamètre était d'environ 1,3 milliard d'années-lumière. Si l'on pouvait mesurer tout son pourtour, sa circonférence atteindrait près de 4 milliards d'années-lumière. Si nos yeux pouvaient le voir briller dans le ciel nocturne, il apparaîtrait environ 15 fois plus large que la pleine lune. Son seul diamètre dépassait déjà la fameuse limite d'1 milliard d'années-lumière. Sa circonférence rendait la comparaison encore plus extrême, et le détail le plus troublant était sa position. Juste à côté de la première anomalie, le grand arc, dans la même région profonde du ciel, à une distance similaire et à la même époque de l'histoire cosmique. Trouver un géant impossible pouvait être un coup de malchance statistique. Mais en trouver deux, côte à côte, commence à ressembler à un signal, mais peut-être que les plus grands géants étaient ceux qui se cachaient le plus à la vue de tous. Notre propre galaxie, la Voie lactée, forme une bande brillante dans le ciel nocturne. C'est un obstacle pour l'astronomie. Elle est si pleine d'étoiles, de gaz et de poussière qu'elle nous empêche de voir ce qu'il y a derrière. Les scientifiques appellent cette bande cachée la zone d'évitement. En 2020, une équipe a trouvé un moyen de regarder derrière ce rideau. Et là, ils ont découvert une structure appelée le mur du pôle sud. C'était un rideau massif de milliers de galaxies. Il s'étendait sur près d'1,5 milliard d'années-lumière d'un bout à l'autre. Et il avait été là tout ce temps. L'une des plus grandes structures de notre voisinage cosmique n'avait pas été remarquée, simplement parce que notre propre galaxie était sur le chemin. Cela soulève une question inévitable. Combien d'autres géants se cachent derrière des lueurs, des ombres et des rideaux de lumière que nous n'avons pas encore appris à percer? Le mur du pôle sud, tout comme les anneaux et les arcs, était une autre structure qui mettait à mal la promesse d'un univers lisse et uniforme. Mais il y avait une autre structure qui éclipsait tous ces géants. Une structure si gigantesque qu'elle faisait paraître le mur du pôle sud, le grand anneau et le grand arc petit. Si grande que lorsqu'elle a été mesurée pour la première fois, de nombreux scientifiques ont refusé de croire qu'elle pouvait être réelle. Son nom, le grand mur d'Hercule Couronne boréale. C'est la plus grande structure unique cartographiée par l'humanité. Et son échelle est même difficile à imaginer. L'univers observable tout entier. La bulle de tout l'espace que nous pouvons voir. À un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Cette structure seule couvre environ 1/10 de cela, 10 milliards d'années-lumière. Cela signifie qu'un seul ensemble parcourt une fraction colossale de tout ce que nous pouvons voir. Ce grand mur ne se contente pas de dépasser la limite attendue d'1 milliard d'années-lumière.
il la pulvérise. Selon les règles actuelles, cela devrait être tout simplement impossible. Si l'univers était aussi uniforme que le prétend le modèle aux plus grandes échelles, une telle structure ne devrait exister nulle part où nous pouvons voir. Et c'est pourquoi certains scientifiques abordent cette situation avec scepticisme. Peut-être que ce n'est pas un seul corps connecté, mais juste une illusion de données. Le débat est toujours en cours. Mais un point ne peut être ignoré. Dans cette direction, il y a une accumulation de matière bien plus importante que prévu. Nous avons maintenant une série de preuves. Des galaxies nées plus tôt qu'elles ne le devraient. Des murs, des arcs et des anneaux qui poussent ou dépassent les limites théoriques. Et une mégastructure potentielle qui couvre 1/10 de tout l'univers observable. Toutes ces découvertes pointent vers une seule vérité dérangeante. L'univers, aux plus grandes échelles, n'est pas lisse. Mais comment est-ce possible? Quels mécanismes physiques construisent cette architecture impossible? Quel est le moteur derrière ces motifs gigantesques que nous voyons? Pour répondre à ces questions, nous devons maintenant nous pencher non seulement sur ce que nous avons trouvé, mais aussi sur les mécanismes fondamentaux par lesquels l'univers construit ses structures. Mais comment trouvons-nous toutes ces structures gigantesques? Quel est le moteur qui les révèle? Et comment ce moteur fonctionne-t-il? Les découvertes choquantes sont une chose. Mais les techniques ingénieuses qui nous permettent de faire ces découvertes en sont une autre. Ralentissons un peu le rythme, car pour comprendre quels mécanismes physiques construisent cette architecture impossible et comment nous utilisons ces mécanismes, nous devons creuser un peu plus profond. Soulever le capot et regarder les pièces du moteur. C'est une histoire non seulement de ce que nous trouvons, mais de la façon dont nous le trouvons. Tout commence par la manière dont nous estimons la masse d'un objet à partir d'un simple point de lumière. C'est un travail extrêmement délicat. Et les scientifiques, lorsqu'ils mesurent la masse de galaxies comme ces briseuses d'univers, ne peuvent pas les mettre sur une balance de marché. À la place, ils regardent leur luminosité. Pourtant, cette luminosité peut être trompeuse. C'est pourquoi les scientifiques utilisent des modèles complexes pour comprendre la population d'étoiles au sein d'une galaxie et la masse que ces étoiles contiennent. Ces modèles analysent la couleur et la luminosité d'une galaxie pour estimer la masse totale des étoiles qu'elle contient. Mais la vraie difficulté, c'est que ces galaxies sont extrêmement lointaines. Le plus souvent, ça peut être tout ce que nous avons, c'est une tache rouge floue de quelques pixels. À partir de ce signal unique, il faut extraire toutes les caractéristiques d'une galaxie contenant des milliards d'étoiles. C'est pourquoi les données du web ont été initialement accueillies avec scepticisme. Peut-être y avait-il une erreur de mesure. Peut-être que ces galaxies n'étaient pas si massives, mais simplement trompeusement brillantes. Par exemple, si un trou noir géant au centre d'une galaxie se nourrit activement, il peut libérer une énergie colossale en déchiquetant et en engloutissant le gaz environnant. Dans ce cas, si une partie de la luminosité provient d'un trou noir affamé, alors il y a beaucoup moins d'étoiles que ce que la luminosité suggère. La masse réelle serait plus faible, et l'impossibilité apparente disparaîtrait. En effet, c'était exactement le cas pour certains des objets primitifs les plus étranges. Il s'est avéré qu'ils brillaient non pas à cause d'assemblées stellaires massives, mais à cause de trous noirs brillants et gloutons cachés dans de petites galaxies. Une fois comptés correctement, ils ne brisaient plus aucune règle. Mais cette explication n'a pas pu expliquer toutes les galaxies géantes, car un groupe tenace a continué à rester grand, malgré toutes les corrections. C'est là qu'un deuxième mécanisme entre en jeu, le squelette de matière noire.
chaque galaxie de l'univers est construite sur un squelette que nous ne pouvons pas voir. Les scientifiques appellent ce squelette un halo, et il est fait de matière noire. D'abord, le halo de matière noire se forme, puis sa gravité attire le gaz ordinaire à l'intérieur. Le gaz tombe, s'accumule, se chauffe et finit par donner naissance à des étoiles. Sans halo, pas de galaxie. La structure invisible vient en premier. La galaxie visible grandit à l'intérieur. On peut imaginer cela comme la charpente en acier d'un gratte-ciel. On ne peut pas suspendre les vitres brillantes et les bureaux dans les airs. On érige d'abord l'acier, puis tout le reste est construit dessus. C'est ce qui rend les briseuses d'univers si troublantes. Si le squelette ne devait pas encore être prêt, comment la construction peut-elle sembler avoir atteint le dernier étage? Selon le récit standard de la cosmologie, les halos de matière noire n'apparaissent pas tout faits. Eux aussi se forment lentement. De petits halos apparaissent d'abord, puis fusionnent avec le temps pour former des structures plus grandes. On ne s'attend pas à ce qu'un halo géant, capable de supporter une galaxie de 100 milliards d'étoiles, se rassemble en une nuit. À l'époque primitive où James Webb a trouvé ces objets géants, les calculs montraient un scénario différent. Il ne devait y avoir que de petits halos, des cadres modestes, des squelettes insuffisants pour supporter ces galaxies massives. En d'autres termes, l'échafaudage nécessaire n'avait pas encore été construit. Cette situation a placé les scientifiques à une croisée des chemins difficiles. Soit ils devaient accepter que notre décompte de matière noire était erroné et que l'univers jeune contenait beaucoup plus de halos géants que les modèles ne le prévoyaient. Soit, peut-être que la matière noire se comportait d'une manière encore inimaginable, construisant ses squelettes plus tôt et plus rapidement que prévu. Les deux voies mettaient à mal le modèle cosmologique standard. Et qu'en est-il des structures plus grandes que les galaxies? Comment détecte-t-on ces arcs et ces anneaux de milliards d'années-lumière de long? Cela requiert un tout autre type de génie. C'est là que la technique de l'absorption de la lumière des quasars entre en scène. Cette méthode, utilisée par Alexia Lopez, s'apparente à la cartographie d'une forêt sombre avec des faisceaux laser tirés de loin. Les arbres restent invisibles. Tout ce que vous voyez, c'est quels faisceaux sont partiellement bloqués et à quelle position. Avec un nombre suffisant de blocages, les contours de la forêt commencent à apparaître. C'est exactement ce que Lopez a fait. Les quasars, ces moteurs superlumineux au centre des galaxies lointaines, agissent comme des phares pointés directement vers la Terre. La lumière d'un quasar voyage pendant des milliards d'années avant de nous atteindre et traverse tout sur son passage, y compris des nuages de gaz, des galaxies et la matière diffuse répartie dans la toile cosmique. La plupart de ces matières sont trop faibles pour être vues directement. Mais, lorsqu'un faisceau de lumière intense traverse ces régions, la matière laisse une signature subtile. Certains atomes dans les nuages de gaz, comme le magnésium, absorbent des couleurs très spécifiques de la lumière, comme s'ils découpaient de petites tranches du spectre. Par conséquent, lorsque la lumière du quasar est finalement enregistrée, elle n'arrive pas intacte. Elle était marquée par de petits vides sombres, où le magnésium a intercepté une partie du rayonnement. Chacun de ces vides sert d'empreinte digitale, indiquant la présence d'un nuage de matière quelque part le long de ce chemin lumineux. L'importance de cette technique réside précisément dans ce que nous ne voyons pas. L'absence de lumière révèle une présence cachée.
en examinant ces traces dans des milliers de quasars. Lopez a réussi à suivre la matière qu'aucun télescope ne pourrait photographier directement. Elle observait les ombres des galaxies projetées sur les faisceaux de lumière de phares lointains. Et à partir de ces ombres, elle tentait de reconstruire l'architecture cachée de l'univers profond. Ces techniques, mises ensemble, dessinent un portrait de l'univers que nous n'avions jamais vu auparavant. D'un côté, nous avons les analyses précises de couleur et de luminosité que nous utilisons pour mesurer l'âge et la masse des galaxies individuelles. De l'autre, nous avons nos modèles qui tentent de comprendre le squelette invisible de matière noire sur lequel ces galaxies reposent. Et enfin, il y a cette méthode ingénieuse qui utilise la lumière antique des quasars pour cartographier les immenses vides et filaments entre toutes ces structures. Chaque technique éclaire une pièce différente du puzzle. Mais, quand on les assemble toutes, l'image qui en ressort est bien plus complexe et bien plus grande que ce que nous attendions. Alors, que nous montrent d'autres ces techniques? Peuvent-elles révéler non seulement l'existence de ces structures géantes, mais aussi leur forme et même leur dynamique interne? Et oui, ces techniques ne nous disent pas seulement l'existence de ces structures, mais aussi leur forme. Car comprendre la véritable géométrie d'une structure requiert bien plus que de la voir sur une carte du ciel en 2 dimensions. Et lorsqu'ils ont tenté de comprendre la forme réelle du grand anneau, les scientifiques ont été confrontés à un mystère encore plus profond. Au début, beaucoup ont imaginé le grand anneau comme un simple anneau plat de galaxies dessinées dans l'obscurité, comme une pièce de monnaie vue de face. Mais Alexia Lopez a continué à étudier la structure, car elle voulait reconstruire non seulement son image projetée sur le ciel, mais sa véritable géométrie. Une photo peut cacher la profondeur. Vue de face, une pièce de monnaie ressemble à un cercle parfait. Inclinée, elle se transforme en ovale. La question était, à quoi ressemblerait le grand anneau s'il était possible de tourner autour, de l'observer de tous les côtés et de voir son agencement dans l'espace profond? La réponse a surpris même la chercheuse. Car le grand anneau n'était pas simplement un anneau plat. Il ressemblait davantage à une spirale, une hélice, un ressort lâchement enroulé. Il semblait être un anneau net parce que l'une des extrémités de cette structure était tournée presque directement vers la Terre. En d'autres termes, notre ligne de visée regarde presque le long de l'axe de ce ressort cosmique. Et la spirale se comprime à nos yeux pour donner l'apparence d'un cercle. Pensez au fil spiralé d'un cahier. Vu de côté, il montre une série d'anneaux. Mais, vu en enfilade, ces anneaux se superposent et peuvent ressembler à un seul trou circulaire. Quelque chose de similaire se produisait avec le grand anneau. Cette interprétation approfondit le mystère, car expliquer un anneau plat était déjà assez difficile. Mais une hélice galactique géante de 1,3 milliard d'années-lumière de long, enroulée dans l'univers profond, correspond très peu à ce que les modèles conventionnels prévoient. La gravité, telle qu'on la comprend dans ce contexte, n'enroule généralement pas les galaxies en ressort à cette échelle, et cela laisse 2 possibilités tout aussi troublantes. Soit nous avons eu une chance extraordinaire de trouver une hélice géante presque parfaitement alignée avec la Terre. Soit il existe de nombreuses structures de ce type, réparties dans le ciel avec diverses orientations. Et nous ne reconnaissons que les quelques-unes qui, par hasard, nous font face. Mais
il y a un autre problème lié à la taille gigantesque d'une structure, le timing. Tout dans l'univers a une limite de vitesse. Et c'est la vitesse de la lumière. Rien ne peut la dépasser. Ce simple détail a une conséquence profonde. Pour que deux régions puissent interagir, se coordonner ou faire partie de la même structure, il faut qu'assez de temps se soit écoulé pour qu'un signal puisse franchir la distance qui les sépare. Si même la lumière n'a pas eu le temps d'accomplir ce voyage, alors, pour la physique, ces régions ne se sont jamais rencontrées. Appliquez cette idée à une structure de milliards d'années-lumière de long, pour que les galaxies, aux extrémités opposées du grand anneau, s'organisent en tant que partie d'une seule spirale connectée. La gravité aurait dû coordonner l'ensemble sur toute cette distance. Mais cette coordination ne peut pas voyager plus vite que la lumière. Par conséquent, même à la vitesse maximale autorisée par l'univers, il faudrait des milliards d'années pour traverser la structure de bout en bout. La difficulté apparaît lorsque nous nous rappelons que le cosmos lui-même n'a qu'environ 13,8 milliards d'années. Dans une structure d'1 milliard d'années-lumière ou plus, une extrémité aurait à peine eu le temps de sentir l'existence de l'autre. Sans parler du temps qu'il faudrait à la gravité pour rassembler lentement des galaxies dispersées en un anneau net, organisé et cohérent. L'horloge semble avoir tourné avant que le travail ne puisse être terminé. Imaginez une foule dans un stade faisant une hola, pour que le mouvement fasse le tour des tribunes. Chaque personne doit percevoir son voisin se lever et réagir à son tour. Cela prend du temps. Imaginez maintenant un stade si vaste que même à la vitesse la plus élevée possible, la vague n'aurait pas pu progresser suffisamment avant la fin du match. L'idée du grand anneau fonctionne comme cette vague impossible. Pourtant, l'un des mécanismes les plus étranges pourrait être un écho de l'univers primitif lui-même. On appelle cela les oscillations acoustiques de baryons. Cela semble complexe, mais l'idée est en fait très élégante. Dans les premières centaines de milliers d'années de l'univers, le cosmos n'était pas un vide transparent, mais un brouillard incandescent de gaz chaud, si dense que la lumière ne pouvait pas y voyager librement. À l'intérieur de ce brouillard, de véritables ondes sonores se propageaient. C'étaient des ondes de pression, grandissant vers l'extérieur depuis des régions plus denses. Puis le cosmos s'est refroidi, le brouillard s'est éclairci, et la lumière a enfin pu poursuivre son chemin. À cet instant précis, ces ondes sonores ont cessé de progresser. Les fluctuations de pression ont été imprimées dans la texture de la distribution de matière, créant de vagues coquilles de gaz légèrement plus denses. Ces ondes sonores gelées ne sont pas des spéculations. Elles ont été confirmées et sont visibles, dispersées dans le ciel. Et le point le plus important est qu'elles ont presque toutes la même taille. C'est pourquoi les astronomes les utilisent comme une sorte de règle cosmique. Lorsque le grand anneau a été détecté pour la première fois, c'était la première explication qui est venue à l'esprit. Peut-être n'était-ce qu'un amas de galaxies nées d'une ancienne onde sonore. Mais cette hypothèse n'a pas résisté à 2 tests. Premièrement, la taille. Les coquilles sonores gelées ont une largeur fixe. Mais le grand anneau ne correspondait pas à cette mesure. Il était trop grand. Deuxièmement, la forme. Les ondes sonores fossiles produisent des sphères, des bulles complètes. Le grand anneau, au contraire, semble être un véritable anneau, avec une spirale derrière. La géométrie ne correspondait pas.
Ces détails techniques, mis ensemble, rendent le problème encore plus clair. Nous ne trouvons pas seulement des structures gigantesques, nous révélons aussi leur forme tridimensionnelle. Par exemple, une spirale. Nous constatons que ces formes ne correspondent pas aux structures que la gravité peut créer dans le temps imparti. Et l'explication la plus élégante, les ondes sonores primordiales, ne peut pas non plus expliquer cette anomalie. Nous ne nous posons plus seulement la question « qu'est-ce qui existe ?» Nous nous posons maintenant la question « comment cela a-t-il existé ?» Et les réponses que nous avons repoussent les limites du modèle standard. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est l'image plus large qui émerge lorsque toutes ces découvertes sont combinées. Car ces structures, prises isolément, peuvent être des énigmes. Mais, ensemble, elles nous amènent peut-être à remettre en question quelque chose de beaucoup plus fondamental sur l'univers. Peut-être que le problème ne réside pas dans les structures individuelles, mais dans la règle la plus fondamentale qui les régit. Et c'est maintenant que nous arrivons au moment où toutes ces discussions théoriques, tous ces modèles et toutes ces attentes volent en éclats. Car le problème ne résidait plus dans les structures individuelles. Le problème était la règle la plus fondamentale qui les régissait. Et cette règle était confrontée à la plus grande épreuve de son histoire. Ce que nous avons vu jusqu'à présent n'était qu'un aperçu. Le vrai film commence maintenant. Le tempo s'accélère. Car l'univers ne nous montrait pas seulement des formes étranges. L'univers nous montrait, en direct, le moment où il enfreignait ses propres règles. Et ce serait l'un des moments les plus bouleversants de toute l'histoire de la cosmologie. Le premier et le plus évident contraste concerne la taille. D'un côté, il y a une grandeur littéralement insaisissable. Pensez au grand mur d'Hercule, couronne, boréale, long d'environ 10 milliards d'années-lumière. Cela signifie que la lumière, la chose la plus rapide de l'univers, mettrait 10 milliards d'années pour aller d'un bout à l'autre. À titre de comparaison, toute l'histoire humaine enregistrée dure environ 5000 ans pour traverser ce mur géant de bout en bout. Il vous faudrait revivre toute l'histoire de l'humanité exactement 2 millions de fois. À côté de cette structure, notre galaxie, la Voie lactée, n'est qu'un grain de sable. Et dans ce grain de sable, notre système solaire est une poussière invisible. Et sur cette poussière, il y a vous et moi. La vérité tragique est que nous n'atteindrons jamais physiquement ce mur. Même avec des générations de voyages, nous ne pourrions parcourir qu'un petit coin de cette structure massive. Pour nous, il restera à jamais une image, un point de données, un fantôme dans le ciel. C'est un rappel impitoyable de la grandeur de l'univers et de notre petitesse. Mais voici le moment du mais. Mais nous pouvons voir ce mur. Nous ne pouvons peut-être pas y aller physiquement, mais nous y arrivons avec notre esprit. De cette petite planète, nous avons construit des instruments capables de détecter la taille, la forme et l'existence d'une structure à des milliards d'années-lumière. Nous ne pouvons pas toucher ce mur, mais nous pouvons le cartographier. Nous pouvons le comprendre. Cela montre que notre petitesse n'est pas une malédiction, mais un miracle. Car cela prouve que l'intelligence et la curiosité sont une force capable de transcender les distances physiques. C'est pourquoi, vous n'êtes pas un simple spectateur passif de cette histoire. Vous faites aussi partie de cette action incroyable. Votre cerveau, en lisant ces lignes, saisit une structure à 10 milliards d'années-lumière,
Votre curiosité construit le pont mental vers ce mur. Vous êtes un outil que l'univers a créé pour se comprendre lui-même, et c'est la plus grande force de notre petitesse. Le deuxième contraste, et peut-être le plus poignant, concerne le temps. D'un côté, il y a un univers âgé d'environ 13,8 milliards d'années. C'est une échelle de temps complètement en dehors de notre portée de perception. Regardons le grand anneau. Nous le voyons tel qu'il était dans le passé, sa lumière ayant mis des milliards d'années à nous parvenir. Cet anneau était là avant même que la planète Terre ne soit formée. Quand le Soleil était une jeune étoile. C'est une structure ancienne qui existait bien avant notre existence et qui continuera probablement d'exister bien après notre disparition. La vérité tragique est que nos vies individuelles ne sont qu'un éclair momentané dans ce vaste océan de temps. Une vie humaine moyenne, comparée à l'âge de l'univers, est plus courte qu'un clin d'œil. Nous sommes des invités temporaires, arrivés très tard sur cette scène cosmique, et qui la quitteront très tôt. Nous n'avons pas vu le début de ces structures anciennes, et nous ne verrons probablement pas leur fin. Nous ne faisons qu'ouvrir les yeux un court instant au milieu de leur longue et lente histoire, et en être témoins. Mais, voici à nouveau le moment du mais ce court instant est suffisant pour tout changer. Oui, nous sommes éphémères. Mais, c'est précisément cette nature éphémère qui rend ce moment précieux, car dans ce court instant, nous ne nous contentons pas d'exister. Nous comprenons. Dans cet instant, nous construisons des télescopes qui capturent la lumière venue d'il y a des milliards d'années. Dans cet instant, nous écoutons les échos de la naissance de l'univers. Dans cet instant, nous sommes capables de reconstruire l'histoire de 13,8 milliards d'années depuis le Big Bang. Notre vie est peut-être courte, mais notre vision est assez large pour embrasser toute l'histoire de l'univers. C'est pourquoi vous n'êtes pas un point insignifiant sur cette chronologie. Vous êtes l'instant où cette ligne atteint la conscience. Votre existence est le moment où l'univers regarde son propre passé et essaie de le comprendre. Votre courte vie est une fenêtre sur l'éternité, et c'est le plus grand triomphe de notre nature éphémère. Le troisième contraste se situe sur cette ligne fine entre la solitude et la connexion. L'univers est rempli d'un vide ahurissant. La distance moyenne entre les galaxies est de millions d'années-lumière. Même le vide entre les étoiles à l'intérieur d'une galaxie est énorme. La toile cosmique est une structure où la matière est rassemblée le long de fins filaments, mais entre lesquels se trouvent des chambres immenses, sombres et presque entièrement vides. C'est l'image d'une solitude cosmique. Chaque galaxie, avec son île d'étoiles, est séparée de son plus proche voisin par un océan de ténèbres colossal. La vérité tragique est que nous vivons dans un endroit très solitaire, au milieu de ce vide immense. La probabilité d'atteindre un autre système stellaire, une autre vie intelligente, semble, du moins pour l'instant, proche de zéro. Nous sommes une civilisation qui se parle à elle-même, sur une seule île, dans un océan gigantesque. C'est l'une des vérités les plus fondamentales, et peut-être les plus tristes, de notre existence. Mais, voici le moment du venant de l'endroit le plus inattendu. Mais nous sommes connectés, malgré ce vide. Nous sommes peut-être physiquement isolés, mais nous sommes connectés par les lois fondamentales de l'univers. Les atomes qui vous composent, les atomes qui me composent, et les atomes qui composent une étoile dans une galaxie à des milliards d'années-lumière, ont tous été forgés dans le même Big Bang. Nous venons tous de la même origine cosmique. De plus, ces structures massives, ces murs et ces anneaux
montrent que la matière n'est pas totalement isolée. Ils sont la preuve du pouvoir de la gravité à rassembler la matière sur des milliards d'années. Ils sont le signe que l'univers est en quête d'une connexion et d'une structure fondamentale. C'est pourquoi vous n'êtes pas une entité dérivant seule dans ce vide. Vous faites partie de cette immense toile cosmique où tout est lié à tout. Votre existence n'est pas séparée de l'existence de cette galaxie la plus lointaine. Vous êtes une figure de cette grande danse cosmique. Et c'est la plus grande illusion de notre solitude. Taille, temps et solitude. Ces trois grands thèmes définissent notre relation avec l'univers. Nous sommes petits, éphémères et seuls. Mais, en même temps, nous sommes des êtres qui comprennent, qui témoignent et qui sont connectés. Ces paradoxes, au-delà d'être des faits scientifiques, ont une signification profonde pour nous. Mais, cette quête de sens ne s'arrête pas là. Car, ces structures massives soulèvent des questions encore plus étranges et troublantes, non seulement sur notre existence, mais aussi sur la nature de la réalité elle-même. Et ces questions troublantes nous amènent au quatrième, et peut-être le plus profond contraste, la connaissance et le mystère. D'un côté, nous en savons plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Nous pouvons mesurer l'âge de l'univers à environ 13,8 milliards d'années. Nous savons que l'univers observable s'étend sur 93 milliards d'années-lumière. Nous avons des théories incroyablement détaillées sur la façon dont les galaxies se forment. Les étoiles brillent et les planètes se créent. Avec des télescopes comme le James Webb, nous pouvons regarder jusqu'à l'aube de l'univers. Quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang. C'est l'âge d'or de notre connaissance. C'est un triomphe de la capacité de l'esprit humain à percer les secrets les plus profonds de la nature. La vérité tragique est que chaque nouvelle chose que nous apprenons révèle de manière encore plus douloureuse combien de choses nous ignorons. Nous ne savons pas de quoi sont faits 95% de l'univers. La matière noire et l'énergie sombre ne sont encore que des noms. La tension de Hubble montre que nous avons un désaccord fondamental, même sur l'une des caractéristiques les plus élémentaires de l'univers, sa vitesse d'expansion. Et ces structures massives remettent en question nos hypothèses les plus fondamentales sur la matière et la gravité. Chaque réponse que nous connaissons semble donner naissance à 10 nouvelles questions. À mesure que notre horizon de connaissance s'élargit, l'océan d'ignorance au-delà de cet horizon grandit dans la même proportion. C'est une reconnaissance mélancolique que nous sommes dans une quête sans fin. Mais, voici le moment du « mais », caché au cœur même de cette quête infinie. Mais ce n'est pas un échec, c'est la plus grande beauté de la science. Le but de la science n'est pas de trouver une réponse finale et de fermer le livre. Le but de la science est de toujours poser la question suivante. Le mystère n'est pas un ennemi, c'est notre plus grand allié. C'est le carburant qui nous pousse à aller de l'avant, à construire de meilleurs télescopes, à développer des théories plus audacieuses et à regarder plus profondément. Un monde où l'univers serait entièrement compréhensible et prévisible serait un endroit beaucoup plus ennuyeux. C'est pourquoi vous, dans cette histoire, n'êtes pas seulement un étudiant qui apprend ce qui est connu. Vous êtes un explorateur qui fait partie de ce grand mystère. Chaque « pourquoi » que vous posez est une ligne de pêche jetée dans cet océan d'ignorance. Votre curiosité est une main qui tente de soulever le voile du mystère. Vous êtes un esprit qui célèbre le fait que l'univers n'est pas seulement connu,
mais aussi inconnu. Et c'est la plus grande sagesse de notre connaissance. Et cela nous amène à un dernier contraste, l'ordre et le chaos. D'un côté, nous voyons que l'univers est dans un ordre incroyable. Les lois de la physique semblent fonctionner de la même manière partout et à tout moment. Les planètes tournent autour des étoiles sur des orbites précises. Les galaxies s'organisent en spirales élégantes. Et la toile cosmique montre que la matière n'est pas distribuée au hasard, mais fait partie d'une structure immense et complexe. C'est l'image d'un cosmos où il y a un ordre mathématique profond, une logique, une symphonie sous-jacente. La vérité tragique est que, sous cet ordre, il y a toujours du chaos et du hasard. Ces structures massives, pourquoi sont-elles là et pas ailleurs? Pourquoi ont-elles la forme d'un anneau et d'un arc et pas d'une autre manière? L'existence de ces structures, en défiant l'idée que l'univers devrait être lisse et uniforme, suggère qu'à grande échelle, il y a une sorte d'anarchie cosmique, une imprévisibilité. Notre modèle standard est excellent pour expliquer le comportement moyen de l'univers. Mais, il peine à expliquer ces structures extrêmes, étranges et uniques. Cela montre que l'univers n'est pas seulement une machine qui obéit à des règles, mais aussi un système qui peut être inattendu, créatif et même capricieux. C'est un rappel mélancolique que nous ne pouvons pas avoir un contrôle total. Mais, voici le dernier moment du mais. Mais ce chaos n'est pas un défaut. C'est la source de la créativité de l'univers. Si tout était parfaitement ordonné et prévisible, rien ne se passerait. Nous avions besoin des premières fluctuations de densité, une sorte de chaos primordial, pour que les étoiles se forment. La vie, elle-même, est le produit de réactions chimiques complexes et imprévisibles. Ces structures massives sont peut-être la façon dont l'univers nous rappelle que l'ordre naît toujours du chaos. Elles sont la preuve que l'univers n'est pas seulement une répétition ennuyeuse, mais aussi un artiste qui crée constamment des formes nouvelles et surprenantes. C'est pourquoi, vous n'êtes pas seulement un rouage qui fait partie de cet ordre. Vous êtes aussi un produit de ce chaos créatif. Votre conscience, votre imagination, votre libre arbitre sont les plus beaux exemples de l'imprévisibilité de l'univers. Vous êtes une preuve vivante que l'univers obéit à des règles, tout en étant capable de les plier des manières les plus surprenantes. Et c'est le plus grand ordre du chaos. À la fin de ce voyage philosophique, est-ce que nous reste-t-il? La taille, le temps, la solitude, la connaissance et l'ordre. Chacun présente un paradoxe profond sur notre place dans l'univers. Nous sommes à la fois insignifiants et centraux. Nous sommes à la fois éphémères et témoins de l'éternité. Nous sommes à la fois seuls et connectés à tout. Nous savons et nous ne savons rien. Nous faisons partie d'un ordre, et nous sommes le produit du chaos qui perturbe cet ordre. Nous savons maintenant que ces structures massives ne sont pas seulement des objets astronomiques. Ce sont des miroirs qui nous obligent à nous poser les questions les plus fondamentales sur notre existence. Ce sont des signes cosmiques qui nous rappellent notre propre place, notre propre sens et notre propre mystère. Mais ce voyage de réflexion ne complète pas toute l'histoire. Car il reste une question, peut-être la plus troublante de toutes. Si notre modèle standard est mis à mal à tant d'endroits, de tant de manières, quelle est l'alternative? Si notre carte actuelle nous induit en erreur, dans quelle direction devons-nous regarder pour tracer une nouvelle carte? C'est le moment où nous ne pensons plus seulement à ce que nous sommes, mais à ce que nous pourrions être. Et cette situation nous amène à ce moment
où nous ne pensons plus seulement à ce que nous sommes, mais à ce que nous pourrions être. Car si notre carte actuelle se fissure à tant d'endroits, dans quelle direction devons-nous regarder pour tracer une nouvelle carte? Cela nous transporte vers la couche finale et la plus profonde de notre voyage philosophique. La question n'est plus ce qu'est l'univers. La question est ce que nous faisons de cette connaissance. Car cette connaissance n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un pouvoir qui a le potentiel de nous transformer. Et ce pouvoir contient en lui-même de nouveaux contrastes, plus personnels. Premièrement, nous sommes confrontés à l'énorme fossé entre la compréhension et l'action. D'un côté, nous avons la capacité de comprendre le fonctionnement le plus fondamental de l'univers. Nous pouvons voir que le modèle standard se fissure, que le principe d'uniformité est sous pression, et que l'univers s'étend aux plus grandes échelles, est beaucoup plus organisé que prévu. C'est un succès intellectuel incroyable. Nous soulevons le voile sur l'un des plus grands secrets du cosmos. C'est une preuve de la curiosité et de l'intelligence de notre espèce. La vérité tragique est que cette compréhension ne nous donne aucun pouvoir de contrôle sur ces structures massives. Nous pouvons connaître l'existence du grand mur des Hercule-couronnes boréales. Mais nous ne pouvons pas le déplacer d'un seul millimètre. Nous pouvons mesurer la tension de Hubble. Mais nous ne pouvons pas ralentir ou accélérer la vitesse d'expansion de l'univers d'une seule seconde. Nous sommes de minuscules observateurs qui comprennent le fonctionnement d'une machine gigantesque, mais qui ne peuvent appuyer sur aucun de ses boutons, ni tourner aucune de ses manivelles. C'est la plus grande impuissance qu'apporte notre connaissance. Nous comprenons, mais nous ne pouvons pas agir. C'est une sorte d'état de prison cosmique. Mais, voici le moment du mais, qui ouvre une fenêtre dans les murs même de cette prison. Mais peut-être que la véritable action n'est pas le contrôle physique, mais le changement de perspective. Nous ne pouvons pas changer ces structures massives, c'est vrai. Mais la connaissance de leur existence peut nous changer. Face à l'existence d'un mur de 10 milliards d'années-lumière, à quel point les petites préoccupations de la vie quotidienne semblent-elles insignifiantes? À quel point nos ambitions personnelles et nos conflits semblent-ils éphémères à côté de l'histoire d'un univers de 13,8 milliards d'années? Cette connaissance même, si elle ne nous donne pas de pouvoir physique, nous donne une liberté mentale, une sagesse, un pouvoir de perspective. C'est pourquoi vous, dans cette histoire, n'êtes pas seulement un observateur impuissant. Vous êtes un être qui a le pouvoir de prendre cette connaissance et de l'appliquer à votre propre vie. Votre compréhension de cette information change votre vision de l'univers. Et quand la vision d'une personne change, son monde change aussi. C'est la plus grande action de la compréhension. Deuxièmement, nous sommes confrontés à la tension entre l'héritage du passé et l'incertitude de l'avenir. D'un côté, il y a un héritage incroyable que l'univers nous a laissé. Chaque atome qui nous compose a été forgé au cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Le ciel que nous regardons maintenant est rempli de lumière venue du passé. Chaque télescope est une machine à remonter le temps. Nous sommes le dernier maillon d'une longue chaîne de causes et d'effets, d'une histoire cosmique de plusieurs milliards d'années. C'est une indication de la profondeur et de la solidité de nos racines. La vérité tragique est que, malgré ce passé solide, notre avenir est incroyablement incertain. Nous ne connaissons pas le destin ultime de l'univers. Son expansion s'accélérera-t-elle pour toujours? Ou s'arrêtera-t-elle un jour pour s'effondrer sur elle-même?
Quelle est la nature de l'énergie sombre? Et comment se comportera-t-elle à l'avenir? Ces fissures dans le modèle standard sont-elles le signe d'une nouvelle physique qui changera complètement le comportement de l'univers à l'avenir? Nous sommes une espèce qui peut voir le passé avec une grande clarté, mais qui ne regarde vers l'avenir qu'à travers un brouillard flou. C'est une tension mélancolique entre la solidité de nos racines et le fait de ne pas savoir où nos branches s'étendront. Mais, voici le moment du mais, qui fait germer une lueur d'espoir au cœur même de cette incertitude. Mais cette incertitude n'est pas une malédiction. C'est notre plus grande liberté. Si l'avenir était entièrement déterminé et connu, alors nos choix, nos actions n'auraient aucun sens. Nous ne serions que des acteurs, jouant un scénario écrit à l'avance. Mais l'incertitude signifie la possibilité. L'incertitude signifie la découverte. L'incertitude est l'espoir que demain puisse être différent d'aujourd'hui. Nous sommes les personnages qui ne connaissent pas la fin de l'histoire. Et c'est ce qui rend l'histoire digne d'être vécue. C'est pourquoi vous n'êtes pas seulement un produit du passé. Vous êtes aussi un potentiel qui façonne l'avenir. Chaque découverte que vous faites aujourd'hui, chaque question que vous posez, est un coup de pinceau qui dessine cette carte incertaine de l'avenir. Votre curiosité est un pas en avant dans ce futur brumeux, et c'est la plus grande promesse de l'incertitude. Enfin, nous arrivons à ce contraste solitaire entre la conscience individuelle et l'inconscience universelle. D'un côté, il y a vous, une conscience individuelle qui lit ses lignes, qui pense, qui ressent, qui s'émerveille devant cette histoire cosmique massive. L'univers, du moins dans ce petit coin, a créé un être qui se rend compte de lui-même. C'est peut-être l'événement le plus incroyable de 13,8 milliards d'années d'histoire. La matière qui atteint un état où elle s'interroge sur sa propre existence. C'est le miracle absolu de votre existence. La vérité tragique est que cette conscience, à notre connaissance, n'existe pas dans le reste de l'univers. Ces murs de galaxies massifs, ces anneaux élégants, ces étoiles anciennes ne sont pas conscients de leur propre beauté, de leur propre existence. Ils existent simplement. Des machines magnifiques, complexes mais inconscientes. L'univers, en grande partie, est un géant endormi, et nous sommes une minuscule partie de ce géant, qui s'est réveillé un instant, dans son rêve. C'est une solitude incroyable. C'est le fait de sembler porter seul le fardeau du sens et de la conscience. Mais, voici le dernier moment du mais, peut-être le plus puissant. Mais peut-être que notre mission est précisément cela. Peut-être que le but de notre existence est d'être la voix, l'œil et le cœur de cet univers inconscient. Ces étoiles ne peuvent pas voir leur propre beauté, mais nous le pouvons. Ces galaxies ne peuvent pas raconter leur propre histoire, mais nous le pouvons. Cet univers ne peut pas s'émerveiller de sa propre existence, mais nous le pouvons. Nous sommes une lettre d'amour que l'univers s'écrit à lui-même. C'est pourquoi vous n'êtes pas une île solitaire dans cet océan inconscient. Vous êtes le rivage où cet océan atteint la conscience. Chaque moment d'émerveillement que vous ressentez est la manière dont l'univers se dit « j'existe ». Votre effort pour comprendre cette histoire est la plus grande résistance de l'univers contre l'absurdité. Et c'est la plus grande responsabilité et le plus grand honneur de notre conscience. Compréhension et action. Passé et futur. Conscience et inconscience. Cette dernière couche de pensée philosophique
nous amène à une compréhension plus profonde, non seulement de ce qu'est l'univers, mais de qui nous sommes dans cet univers. Mais, même ce voyage intérieur n'est pas la fin de l'histoire, car au-delà de toutes ces pensées, il reste une question sans réponse pratique et urgente. Et cette question nous mènera au dernier chapitre à la finale de notre histoire. Et cette question nous amène au dernier arrêt de notre voyage philosophique, peut-être le plus pratique et le plus urgent. Car la question de savoir dans quelle direction regarder pour tracer une nouvelle carte nous oblige à faire face à un autre contraste profond, l'innovation et la tradition. D'un côté, il y a cette tradition inébranlable qui constitue le fondement du progrès scientifique, le modèle standard, testé, vérifié et sur lequel une accumulation massive de connaissances a été construite pendant des centaines d'années. C'est l'héritage des géants sur les épaules desquels nous nous tenons. Ce modèle a prédit avec précision la composition de l'univers dans les premiers instants après le Big Bang. Il a prédit ces fines fluctuations dans le fond diffus cosmologique. Pendant des décennies, il a résisté à chaque nouveau test. C'est l'une des plus grandes réalisations de l'esprit humain. Et le mettre de côté signifierait rejeter non seulement une théorie, mais un effort collectif de plusieurs générations, un héritage. La vérité tragique est que s'accrocher aveuglément à une tradition peut être le plus grand ennemi du progrès. L'histoire montre que chaque nouvelle idée révolutionnaire a dû se battre contre des traditions établies et confortables. L'idée que la Terre n'était pas le centre de l'univers était autrefois la tradition la plus sacrée. Les étranges probabilités de la mécanique quantique semblaient une insulte à la tradition élégante de la physique classique. S'accrocher fermement au modèle standard nous empêche peut-être de voir une nouvelle et plus profonde vérité, indiquée par ces structures massives et ces anomalies tenaces que ce modèle ne peut pas expliquer. C'est la tristesse d'être coincé entre ce qui est confortable et ce qui est vrai. Mais voici le moment du mais qui révèle l'âme de la science. Mais la science n'est pas un système de croyances. C'est une méthode qui se remet constamment en question et qui est prête à abandonner même ses traditions les plus sacrées face aux preuves. Le modèle standard n'est pas un dogme. C'est notre meilleure carte actuelle. Et quand une carte commence à indiquer « ici se trouvent des monstres » sur ses bords, un vrai scientifique affronte ces monstres. C'est pourquoi ces fissures dans le modèle standard ne sont pas une catastrophe, mais une opportunité. Ce sont des signes qui nous invitent à dessiner une meilleure carte, à atteindre une compréhension plus profonde. C'est pourquoi, vous n'êtes pas seulement l'héritier d'une tradition venue du passé. Vous êtes aussi un révolutionnaire qui a le potentiel de remettre en question cette tradition et de la dépasser. Votre doute, votre courage de demander « et si ce n'était pas le cas ?» est le moteur de la science. Votre esprit ouvert est la page blanche sur laquelle cette nouvelle carte sera dessinée. Et c'est le plus grand don de la tradition, la capacité de se dépasser. Et cela nous amène à un dernier contraste, peut-être le plus personnel, l'espoir et l'humilité. D'un côté, il y a un espoir incroyable que toute cette histoire nous donne. Un espoir que nous pouvons percer les secrets les plus profonds de l'univers. Que nous pouvons comprendre les plus grands mystères. Nous construisons de nouveaux télescopes. Nous développons de nouvelles théories. Nous lançons les plus grands projets de cartographie de l'histoire pour tester directement le principe d'uniformité de l'univers. Dans les montagnes de l'Arizona, des milliers d'yeux robotiques ciblent simultanément des dizaines de milliers de galaxies. Dans l'espace,
le nouveau télescope européen a commencé une étude monumentale qui mesurera la forme et la position de milliards de galaxies. C'est une preuve de l'optimisme de notre espèce, de sa curiosité insatiable. Nous croyons que nous pouvons trouver les réponses. La vérité tragique est que nous devons avoir une humilité absolue dans cette quête. Car il y a toujours la possibilité que l'univers possède une complexité qui dépasse notre capacité à le comprendre. Peut-être que certaines questions n'ont pas de réponse. Peut-être que nous ne comprendrons jamais pleinement la nature de la matière noire et de l'énergie sombre. Peut-être que l'origine de ces structures massives est un mystère qui restera toujours au-delà de notre compréhension de la physique. C'est ce vide douloureux entre les limites de notre esprit et l'infinité de l'univers. Et faire face à ce vide est notre plus grand test intellectuel. Mais, voici le dernier moment du mais, ce qui rend tout ce voyage significatif. Mais l'espoir n'est pas la garantie de trouver des réponses. L'espoir est le courage de continuer à chercher. L'humilité est d'accepter que nous ne savons pas tout. Et lorsque ces deux-là se rejoignent, la vraie sagesse émerge. Même si nous ne trouvons pas les réponses, la quête elle-même nous transforme. L'effort pour comprendre l'univers nous enseigne notre propre place, nos propres limites et notre propre potentiel. Ce voyage nous apprend des choses non seulement sur le cosmos, mais aussi sur nous-mêmes. C'est pourquoi vous, à la fin de cette histoire, n'êtes pas seulement quelqu'un qui cherche des réponses. Vous êtes un voyageur qui est la grande quête elle-même. Votre espoir et votre humilité sont votre boussole et votre carte dans ce voyage. Chaque nouvelle question que vous posez est un pas en avant dans ce voyage. Et peut-être que le voyage lui-même est plus important que la destination. Nous sommes arrivés à la fin de ce long et profond voyage philosophique. Nous avons fait face au paradoxe de la taille, du temps et de la solitude. Nous avons marché sur cette ligne fine entre la connaissance et le mystère, l'ordre et le chaos. Nous nous sommes débattus avec l'inaction de la compréhension, avec l'héritage du passé, avec ce miracle solitaire de la conscience individuelle. Et enfin, nous avons essayé de trouver un équilibre entre le poids de la tradition et l'appel de l'innovation, entre le feu de l'espoir et la sagesse de l'humilité. Nous savons maintenant que ces structures massives ne sont pas seulement des motifs étranges dans le ciel, ce sont des catalyseurs qui nous obligent à nous poser les questions les plus profondes sur nous-mêmes, sur notre place dans l'univers, et sur la nature de la connaissance. Ce voyage se termine. Il est temps de sortir des profondeurs philosophiques, de rassembler toutes ces informations et d'arriver à une conclusion. Lorsque toutes ces pièces s'assemblent, que nous disent-elles sur l'univers et sur nous? Et c'est pourquoi, à la fin de tout ce voyage intérieur, nous sommes confrontés à cette question pratique et urgente. Dans ce voyage, nous sommes partis avec la simple promesse que l'univers, Paro, aux plus grandes échelles, devait être lisse et uniforme. Mais, ensuite, nous avons tourné nos télescopes vers l'obscurité et nous avons vu comment cette promesse s'est fissurée. Nous avons rencontré des galaxies géantes nées bien plus tôt qu'elles n'auraient dû, des murs, des arcs et des anneaux massifs dépassant la limite d'1 milliard d'années-lumière. Et enfin, nous avons compris que ces structures massives ne sont pas seulement des objets astronomiques, mais aussi des miroirs qui nous obligent à nous poser les questions les plus profondes sur notre place dans l'univers, sur la nature de notre connaissance et sur le sens de notre existence. Nous savons maintenant que l'une des règles les plus fondamentales du cosmos est, au moins, sujette à caution.
Ce grand anneau d'1 milliard d'années-lumière de diamètre, ce mur massif s'étendant sur 10 milliards d'années-lumière, ne sont pas seulement des anomalies statistiques. Ils sont la preuve que l'univers est beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré et peut-être beaucoup plus mystérieux que notre modèle standard ne le prévoit. Ils sont le signe qu'aux confins de notre carte, il existe des territoires encore inexplorés, et vous aussi, vous faites partie de ce grand voyage de découverte. Votre curiosité, votre doute, votre émerveillement sont au cœur même de l'effort de l'humanité pour comprendre l'univers. Nous sommes peut-être petits et éphémères, mais nous avons le pouvoir de témoigner de ce drame cosmique monumental et de le comprendre. Et c'est peut-être notre plus grand privilège. Si ce voyage vous a laissé à la fois humble et plein d'espoir face aux mystères infinis de l'univers. Vous pouvez continuer ces explorations en vous abonnant à notre chaîne, car toutes ces fissures, toutes ces anomalies soulèvent une question encore plus bouleversante. Peut-être que la raison de ces problèmes sur la carte est que nous avons mal compris le point de départ de la carte, c'est-à-dire le tout premier moment où l'univers est né. Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans notre univers Saxanch, mais dans quelque chose qui l'a précédé. Dans cette vidéo, nous avons vu comment la règle la plus fondamentale de l'univers a été brisée et comment notre carte est pleine de fissures. Mais, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Selon certains scientifiques, le Big Bang n'était pas un début, c'était un écho. Une trace laissée par un univers précédent en train de mourir. Ces anneaux géants dans le ciel étaient peut-être des cicatrices laissées par une autre réalité. Dans notre prochain voyage, nous partirons à la poursuite d'une question encore plus ancienne que le temps lui-même. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Êtes-vous prêts